Mes chers collègues, je propose de démarrer parce qu'on a déjà un petit peu de retard et je ne voudrais pas qu'on prenne trop de retard. Aujourd'hui, nous auditionnons donc Elie Tenenbaum et Léo Peria-Peigné, qui sont auteurs d'un rapport de l'IFRI sur l'armée allemande Zeitenwende, le Bundeswehr face au changement d'air. Donc moi, je voudrais remercier nos deux invités d'avoir accepté de venir nous rendre compte de leur rapport, parce qu'on a l'habitude ici à la Commission, en tout cas dans le cadre des rapports des uns et des autres, notamment sur le capacitaire, de vous avoir régulièrement. C'est toujours un moment très agréable parce que, évidemment, l'analyse est très fine et très intéressante, et puis elle est en général assez cash. Donc c'est aussi ce que nous cherchons, avoir des gens qui nous disent les choses telles qu'elles sont. Donc merci d'avoir accepté de vous présenter à nous pour nous parler des résultats de vos travaux. Votre audition constitue évidemment le prolongement naturel de celle que nous avons eue hier, qui nous a permis d'échanger avec le chef d'état-major des armées. Les défis que doivent relever nos armées ne sont pas très différents, en effet, de ceux que doit affronter notre voisin allemand. Certes, nos histoires sont différentes, tout comme nos statuts au regard des armements stratégiques de notre relation à l'OTAN, mais nous devons faire face aux mêmes défis de la contestation de l'ordre international, de la montée des périls et du réarmement, et les menaces auxquelles nous sommes confrontés sont pour l'essentiel communes. Il est dès lors particulièrement utile de savoir comment nos voisins allemands ont abordé ce contexte nouveau, avec quel diagnostic, avec quelle ambition et quels moyens, avec quels obstacles à franchir, mais également avec quelle vision des coopérations à mener avec leurs alliés européens et américains. Votre rapport, messieurs, permet de répondre à nombre de ces questions. Il a déjà suscité, je crois, de vives réactions qui souvent sont concentrées sur telle ou telle proposition, mais quand ça réagit, c'est qu'il y a de l'intérêt. Et je crois pourtant que ce rapport a au moins le mérite important qui est de mettre en évidence comment a été élaboré dans la durée à la fois un diagnostic partagé d'une situation devenue intenable et une nouvelle doctrine accompagnée de financements conséquents. Ce changement d'air, Zeitenwende, que vous décrivez, ne saurait en effet se comprendre sans une augmentation des crédits du budget annuel pour atteindre 2% du PIB, auquel est adjoint un fonds exceptionnel, Sondervermögen, de 100 milliards d'euros, financé par la dette dédiée à l'acquisition de nouveaux matériels. Si votre rapport nous est précieux, c'est aussi qu'il éclaire l'ambition nouvelle de notre voisin qui vise à établir son leadership au sein du pôle européen de l'OTAN à travers le recours au concept de nation cadre. Ce concept doit permettre à la Bundeswehr d'intégrer sous son autorité des unités d'autres nations européennes plus petites. Il s'agit bien d'une intégration et non d'une simple coopération, comme vous le rappelez en expliquant comment les unités néerlandaises et britanniques entreront de manière native dans la composition des 3 grandes divisions que prévoit de reconstituer la Bundeswehr. Cette intégration sera d'autant plus poussée qu'elle s'appuiera sur l'utilisation de matériel commun issus de coopérations bilatérales mais produits par l'industrie allemande. Cette stratégie interroge bien évidemment la relation franco-allemande et résonne particulièrement dans le contexte des difficultés que nous rencontrons dans l'avancement de nos programmes de défense communs. J'observe qu'elle n'est pas non plus sans poser de questions à la Pologne, qui n'entend pas être subordonnée à cette nouvelle Bundeswehr, et ce d'autant moins que la Pologne fait un effort considérable de montée en puissance. Si l'on comprend assez bien l'ambition du Zeitenwende, il apparaît plus difficile d'en apprécier la mise en œuvre. Les achats sur étagère de matériel d'origine américaine ont suscité des réticences de la part des industriels allemands. Ils ont également pour conséquence, et pas que, de doter la Bundeswehr d'équipements différents de ceux dont elle disposait déjà et qu'elle pourrait acquérir à l'avenir, ce qui constitue une source de coûts et de complexité. Mais ce qui frappe dans votre rapport, ce sont aussi les interrogations concernant la réalité des moyens mobilisés. Dans les premières pages de votre rapport, en page 4, vous indiquez en effet que le fonds extraordinaire de 100 milliards vient se rajouter à un budget régulier, ayant lui aussi vocation à s'accroître pour atteindre à terme la cible de 2% du PIB. Mais plus loin dans le rapport, en page 26, après avoir indiqué que la forte inflation réduira nécessairement la portée de ces financements, on en avait parlé au moment de la préparation de la LPM, vous indiquez que le fonds exceptionnel a été décomposé sur plusieurs années afin de permettre au budget de la Bundeswehr d'atteindre 2% jusqu'en 2027. Sachant que rien n'était prévu au-delà de 2027. Ces précisions ne viennent-elles pas contredire ou du moins nuancer l'ambition initiale de faire cohabiter un budget régulier, rehaussé et un fonds exceptionnel ? Vous rappelez en outre que le fonds de 100 milliards est inférieur de moitié, voire des 2/3 aux besoins qui avaient été estimés en 2022. Vous aurez l'occasion de nous donner votre sentiment sur ce que représentent réellement les moyens mis au service du Zeitenwende.
Et je ne saurais achever cette présentation sans évoquer l'enjeu que représente la stratégie allemande pour notre pays et le regard que vous portez sur les débats et les choix qui ont émaillé la récente loi de programmation militaire. Vous invitez dans votre rapport les responsables de notre pays, parmi lesquels figurent bien sûr les parlementaires, à, je cite, prendre en compte l'évolution de la place que se donne l'Allemagne dans sa propre stratégie de défense et d'influence, sans appeler pour autant, et je vous cite à nouveau, à un changement d'air à la française. J'ai pourtant envie de vous interroger sur ce point. Notre stratégie de défense ne manque-t-elle pas encore d'un concept global pour repenser notre rôle en Europe et dans le monde? Notre pays ne doit-il pas également envisager la reconstitution de grandes unités en intégrant des capacités d'autres nations européennes comme le fait l'Allemagne? C'est d'ailleurs la voie ouverte par la coopération avec la Belgique, le fameux partenariat CAMO. La création d'un fonds exceptionnel ne serait-elle pas également pertinente pour corriger les insuffisances de la LPM qui n'a pas pu prendre l'exacte mesure des besoins dans un contexte qui a déjà beaucoup évolué en quelques mois? Les questions soulevées par votre rapport sont nombreuses et passionnantes. Je vais donc vous céder la parole. Après, je donnerai évidemment la parole, comme il se fait de tradition, à l'ensemble des collègues qui souhaitent vous interroger. Et je rappelle que cette audition est captée et diffusée sur le site internet du Sénat. Je vous laisse la parole dans l'ordre que vous souhaitez et pour nous présenter les choses. Et puis ensuite, on passera à un jeu de questions-réponses des collègues présents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les sénateurs, pour cette invitation. Tout d'abord, vous l'avez signalé, vous avez à plusieurs reprises au cours de cette année 2023 et par le passé fait appel aux auditions des chercheurs de l'IFRI. Nous répondons toujours présent. C'est une des missions fondamentales telles que nous le concevons dans notre fonction d'intérêt général et d'éclairer la décision et le débat public, que de pouvoir contribuer aussi utilement que possible et que vous le jugerez aux travaux du législateur et aux travaux parlementaires dont nous sommes nous-mêmes par ailleurs de grands consommateurs et donc de ce point de vue-là je pense que l'écosystème est pleinement respecté. Pour aller tout de suite sur les points essentiels liés à cette étude, je pense qu'il est important de signaler tout d'abord que même si le document a été publié et traduit en français et en anglais, c'est bien un public français qui était visé initialement pour finalement changer un petit peu le regard qui est habituellement porté en France sur la politique de défense allemande, avec des attentes qui, après réflexion, nous ont semblé être décalées par rapport à la manière dont la République fédérale elle-même et la Bundeswehr envisageaient sa transformation, son ambition et ses défis. En propos liminaire, je me contenterai de signaler 4 grands points, 4 grandes, on va dire, leçons que nous retirons de cette étude, et puis je laisserai Léo compléter sur d'autres aspects, notamment peut-être sur les défis le plus capacitaires, mais on va essayer d'assez vite laisser la place aux questions. Le premier point, et je pense que c'est important, c'est que le Zeitenwende, le changement d'air qu'on pourrait traduire en français, qui a été annoncé par le chancelier Scholz dans son discours du 27 février 2022, au lendemain du choc de l'agression russe contre l'Ukraine. Ce changement est bel et bien en marche. Il a existé un certain nombre de réflexes dubitatifs ou sceptiques du côté français après les annonces face au manque de rapidité dans sa mise en œuvre, notamment au cours de l'année 2022, avec un ministère de la Défense allemand qui semblait manquer de leadership politique. Pour autant, les choses ont changé début 2023 et on voit bien que la mémoire du choc du 24 février demeure présente. Et oui, l'Allemagne est en train de transformer son rapport aux questions de défense
Elle le fait en fait depuis plus longtemps que ça, mais aujourd'hui elle a gravi une nouvelle marche et les choses sont bel et bien en marche. Pour autant, évidemment, il ne faut pas négliger les défis considérables qui se posent à cette transformation. Ces défis sont au moins de 4 ordres. D'abord un ordre capacitaire avec effectivement une situation en termes d'équipement de l'armée de la Bundeswehr qui part de très loin, qui souffre d'années de vaches maigres. Si on compare à la situation française, on voit à peu près tous les affres dont nous avons souffert, mais qui, en ce qui les concerne, étaient bien au-delà en termes de disponibilité technique de matériel, en termes de fonctions de soutien, en termes d'unités qui ont été creusées à l'intérieur de leur dotation. L'armée allemande vient de très loin et donc le défi capacitaire est considérable. Le deuxième défi est humain, en termes de personnel. Voici des années que les armées allemandes ne parviennent pas à honorer leur cible en termes d'objectifs. Une cible à 203 000 hommes pour l'ensemble des forces armées allemandes a été fixée il y a plusieurs années. Ils sont aujourd'hui à plus de 20 000 postes non pourvus, qui attestent à la fois de tensions démographiques qu'on connaît dans la société allemande, mais aussi de manque d'attractivité du métier des armes, et ce en dépit du fait de soldes qui sont structurellement supérieurs à celles qu'on peut trouver dans d'autres pays, notamment en France. On a des éléments chiffrés qui sont dans le document. Le troisième défi, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, est d'ordre capacitaire. Et d'ordre budgétaire, pardon. Sur le plan budgétaire, l'effet de rattrapage sur la cible des 2% est effectivement considérable. Le fonds exceptionnel Sondervermögen va leur permettre sans doute sur l'année 2024 et peut-être 2025 d'atteindre les 2%, ce qui permettra à l'Allemagne de faire bonne figure, si je puis dire, au sommet de Washington en juillet 2024 avec cette cible. Mais ce fonds exceptionnel sera tari à partir de 2026 et aura été donc essentiellement consommé pour l'acquisition de matériel extrêmement onéreux, dont l'avion multifonction F-35. Et donc vous aurez un effet de trou d'air. Et donc c'est seulement au prix d'un effort considérable d'augmentation du budget régulier de la défense que ces trous capacitaires et également humains pourront être comblés. Ça implique pour l'Allemagne évidemment, et c'est mon quatrième grand défi, une transformation de la mentalité politique. Aujourd'hui, d'ores et déjà, le budget fédéral de la défense dépasse plusieurs grands budgets sur des enjeux sociaux et économiques combinés. Donc c'est la question, en anglais on parle de welfare versus warfare state. Est-ce que l'État-providence allemand tel qu'il s'est constitué, dans une dimension fédérale évidemment, doit en partie sacrifier ses dépenses sociales et économiques sur l'autel de la sécurité et de la défense? Et donc ce débat politique aujourd'hui n'est pas tranché en Allemagne et va sans doute se poser avec davantage d'acuité dans les années à venir qu'il ne se pose aujourd'hui, encore une fois, à l'aune du tarissement programmé, si je puis dire, du Sondervermögen de ce fonds spécial. Donc c'est mon premier point. La Zeitenwende est en marche. Les choses changent, mais 4 grands défis qui sont. Mon deuxième point, c'est de dire que l'armée allemande, même si elle va devenir extrêmement
même si cette transformation est en cours, ne va pas se transformer du jour au lendemain, ni même à terme, en une armée d'emploi au sens où nous l'entendons en France. Et là, c'est, je pense, le grand biais que nous avons de ce côté-ci du Rhin lorsqu'on regarde la Bundeswehr, c'est qu'on se demande si l'Allemagne est enfin sérieuse sur les questions de défense. On s'attend à voir quelque chose qui ressemble à une armée française de l'autre côté du Rhin. Ça ne sera pas le cas. Une armée tournée vers les opérations extérieures, tournée vers les missions de gestion de crise. Ce n'est pas ce en quoi la Bundeswehr a l'intention de se transformer, ce en quoi la République fédérale a l'intention de transformer ses forces armées. Ce sera une armée tournée résolument vers la défense continentale, défense du continent européen, dans une logique, j'insiste bien, de dissuasion conventionnelle. Un terme qui est évidemment aujourd'hui honni dans la culture stratégique française, du fait de notre héritage et de notre tradition de dissuasion nucléaire, mais qui correspond, pour l'Allemagne évidemment, à ses capacités en tant qu'État non doté, mais aussi dans une certaine mesure au concept stratégique de l'OTAN, de défense et dissuasion de l'espace euro-atlantique. Pour en parler, si vous voulez, du rapport allemand au facteur nucléaire, il a lui aussi évolué, mais fondamentalement, la Bundeswehr se projette aujourd'hui comme une armée de dissuasion conventionnelle, c'est-à-dire une armée qui n'a pas vocation tant à faire la guerre qu'être crédible pour pouvoir dissuader un adversaire d'une agression dans l'espace euro-atlantique et notamment sur le flanc est de l'Alliance, avec évidemment la situation en Russie, en Ukraine, mais aussi sur les États baltes et le long de la frontière biélorusse, qui est aujourd'hui en état. Donc c'était mon deuxième point. Ça ne devient pas une armée. Ça ne deviendra pas une armée d'emploi au sens où nous l'entendons en France, mais une armée de défense continentale tournée vers la dissuasion conventionnelle. Le troisième point, j'accélère, est lié au fait que dans cette logique de défense continentale et de dissuasion conventionnelle, la Bundeswehr se perçoit très fondamentalement comme l'un des piliers, sinon le pilier principal de l'Alliance Atlantique. Il faut revenir sur l'ADN, la création même de la Bundeswehr comme l'armée de l'OTAN en 1955, après l'échec de la communauté européenne de défense. C'est pour la Bundeswehr un retour aux fondamentaux, à bien des égards, à l'armée de la guerre froide, avec comme grande différence qu'au contraire de la guerre froide, l'Allemagne ne sera plus le champ de bataille de la conflictualité future, mais la rotule logistique, l'arrière essentiel, avec une ligne de front qui se déplace désormais plusieurs centaines de kilomètres vers l'est, où l'armée allemande entend désormais occuper une position essentielle, avec une transformation qui a été adoptée dès 2014 au sommet du Pays de Galles de l'Alliance Atlantique, transformation qui a été mal perçue, mal identifiée en France, car comme c'est souvent le cas en Allemagne, menée sans fanfaronnade excessive, celle du concept de nation cadre qui a été adopté par l'Alliance à cette époque, une époque où, je précise, la France était tout à ses opérations extérieures au Sahel et au Moyen-Orient, où le Royaume-Uni était en train de se remettre de ses 10 ans de contribution à la guerre américaine contre le terrorisme, et dans les affres bientôt du Brexit, l'Allemagne s'est estimée être l'acteur principal en Europe crédible pour constituer des coalitions ad hoc à travers ce concept de nation cadre qui a deux finalement sous-développement, un opérationnel et un capacitaire et industriel. Sur le plan opérationnel, ce concept de nation cadre pousse depuis 2014 et de manière accélérée depuis 2022. L'Allemagne a constitué une architecture de commandement et de contrôle intégrée sous sa supervision ou son encadrement, avec effectivement, vous l'avez dit, un certain nombre de pays, les Pays-Bas en tête,
D'autres également, comme la Lituanie par exemple, dans une moindre mesure la Roumanie, la République tchèque, à s'intégrer aujourd'hui dans des structures de commandement intégrées en Allemagne, essentiellement opérées par les Allemands. Les Pays-Bas sont effectivement les plus avancés là-dessus, notamment dans le domaine terrestre, avec le modèle divisionnaire allemand qui intègre désormais les 3 brigades des forces terrestres néerlandaises. Vous avez d'autres structures de commandement similaires dans le champ maritime avec le commandement pour la mer Baltique mis en place par l'Allemagne, et puis dans le champ aérien, dans le domaine aérien, avec la constitution d'un groupe aérien multinational qui a vocation à former le rôle de GFAC, donc de commandement de la composante aérienne pour une opération interarmée, interalliée. La dimension capacitaire, enfin, de ce concept de nation cadre, avec une industrie de défense allemande qui est à la fois intégrée et intégratrice, avec un rôle essentiel des États-Unis. J'ai pas cité pour l'instant, mais évidemment la relation germano-américaine est essentielle de ce point de vue-là, aussi bien sur le plan industriel que sur le plan opérationnel, avec une industrie aéronautique qui aujourd'hui est très intégrée, et le choix des F-35 de ce point de vue-là n'est pas une surprise, et apparaît même comme logique de notre point de vue, et une industrie allemande elle-même qui se veut intégratrice de capacités européennes, mais Léo en dira peut-être un mot, avec notamment dans le champ terrestre et également naval, de grands contrats et une clientèle européenne élevée. Mon quatrième et dernier point porte sur les limites de cette ambition allemande, et je pense qu'il faut les regarder. L'Allemagne se perçoit désormais effectivement comme intégratrice de petites nations. Cela marche notamment avec les Pays-Bas, avec un certain nombre de pays baltes, avec des pays d'Europe centrale et orientale. Mais il y a un défi quand même sur l'intégration de pays avec des forces armées considérables, a fortiori des pays dotés. On voit bien aujourd'hui les difficultés que cette posture allemande intégratrice pose vis-à-vis de la France, puisque le réflexe binational franco-allemand n'existe plus de l'autre côté du Rhin. Encore une fois, depuis 2014, l'Allemagne se perçoit comme intégratrice elle-même à l'échelle européenne, et donc pas dans une logique de moteur bilatéral que nous continuons à voir en France. Donc ça pose un problème avec l'Allemagne, avec la France, mais on le voit bien effectivement du côté polonais, le défi est également considérable, même si on peut espérer que les choses et la relation se détendent aujourd'hui avec peut-être une coalition en Pologne qui sera sans doute moins orientée sur les tensions politiques avec l'Allemagne. Une relation avec le Royaume-Uni qui peine encore à se dégager entre l'Allemagne et le Royaume-Uni, et puis une relation germano-italienne qui existe, qui est forte, mais qui aujourd'hui n'est pas non plus en mesure d'offrir toute la dimension intégratrice du FNC allemand. Voilà, je m'arrêterai là sur ces propos liminaires. Donc quatre points. Le Zeitenwende est bel et bien en marche. L'Allemagne ne va pas devenir une armée d'emploi. La Bundeswehr ne va pas devenir une armée d'emploi au sens où nous l'entendons en France, mais de défense conventionnelle et continentale en Europe. La Bundeswehr, pour ce faire, se veut moins comme une armée nationale que comme une armée intégratrice, probablement une forme de pilier européen de l'OTAN, et il existe enfin des limites à cette ambition. Je vous remercie pour votre attention, je cède la parole rapidement à Léo qui complétera mes propos. Merci beaucoup. Je vais aller assez vite pour laisser le plus de place possible aux questions. Simplement quelques points qui me semblent importants peut-être à retenir ou même à développer de ces 8 mois de recherche.
Étudier l'Allemagne et la situation allemande, la politique de défense allemande, ça a aussi été s'étudier nous-mêmes, au sens où c'était questionner la place de la France dans l'OTAN, dans l'Europe, dans notre rapport à ce que c'est que la culture stratégique atlantique et la position de la France par rapport à tout ce qui a été peut-être les héritages de la guerre froide, mais la position face à la Russie. Et un autre point qui a été saillant, c'est que la France considère encore en Europe l'Allemagne comme son premier partenaire militaire et de défense. Il s'avère que la réciproque n'est pas vraie. La France n'est plus le premier partenaire militaire de l'Allemagne en Europe. Et de très loin au niveau de l'intégration. Même si politiquement ils ne le déclareront pas comme ça reste les Pays-Bas. Viennent ensuite évidemment les États-Unis et d'autres pays d'Europe. Mais pour le moment, dans l'état des coopérations franco-allemandes, que ce soit de manière industrielle ou militaire, la France n'est clairement pas le premier partenaire militaire de l'Allemagne. De même que la France a très longtemps parlé de défense européenne, d'armée européenne, de souveraineté européenne. Au vu des dynamiques actuelles, l'armée européenne, c'est l'armée allemande. C'est la solution qu'elle propose à ses partenaires européens, en fait le socle d'une future armée européenne, très différente de ce que la France pouvait envisager comme armée européenne, mais les faits sont là. Et enfin, un élément qui revient très souvent quand on parle de franco-allemand, notamment avec des militaires français, c'est nous avons du mal à travailler avec les Allemands parce que Français et Allemands n'ont pas la même culture stratégique. Et la question qui est issue de ces 8 mois de recherche, c'est d'accord, qui a la même culture stratégique que la France, en dehors peut-être de l'Angleterre, du Royaume-Uni qui n'est aujourd'hui plus dans l'Europe, et qui en Europe continentale, au sein de l'Union européenne, a la même culture stratégique que la France? Pas grand monde. Ce travail-là va être complété assez vite par un travail sur la relation franco-italienne, pour essayer de poursuivre et voir si on peut trouver des similitudes aux évolutions de la relation franco-allemande, et comprendre aussi peut-être comment la France a géré ses partenariats européens, pour voir si on peut trouver des points communs. Mais globalement, dans cette espèce de compétition pour le leadership régional qui s'établit à demi-mot entre ce que la France a voulu proposer comme modèle de souveraineté européenne et ce que l'Allemagne propose, la question de cette culture stratégique va être décisive, puisque en l'état, la culture stratégique allemande, qui est beaucoup plus intégrée à l'OTAN, qui est beaucoup plus basée sur une approche continentale des problématiques de défense, reste pour, je pense, beaucoup de nos partenaires européens plus attractive que ce que la France a pu proposer et propose aujourd'hui, alors que les OPEX sont en voie d'extinction, et ce qui a été la base d'une tentative d'intégration, notamment avec la force Takuba et tout ce qui s'est passé au Mali. En l'état, un des moyens pour la France de se différencier de l'Allemagne par rapport aux craintes peut-être que les partenaires européens peuvent avoir, ce sera de proposer une offre plus attractive, qui sera moins centrée sur l'OTAN, certes, mais qui offrira peut-être un partage plus équitable des tâches, qui est aujourd'hui une des craintes, notamment dans les pays baltes. Je pense qu'on peut passer plus rapidement aux questions, vu que mon collègue a dit la totalité de ce qui était important à retenir. Merci beaucoup pour ces quelques éléments de réponse, ou en tout cas de traduction de ce qui a été mis dans le rapport. J'ai 2 demandes de parole, et après j'aurai quelques questions personnelles, sans doute, je n'en manque pas. Je laisse la parole à Hélène Conway-Mouret. S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à nous le faire savoir pour qu'on puisse vous indiquer. Allez, Hélène, pardon, vas-y, je t'en prie. T'as vu, j'ai commencé par toi aujourd'hui. Oui, merci, quelle élégance. Merci, Monsieur le Président. Oui, 2 points. Merci d'abord pour votre exposé, votre excellent rapport également. Un point technique et un point plutôt politique. Le point technique, je voudrais revenir sur le MGCS. Dans votre rapport, vous dites assez justement que les perspectives d'avenir de ce projet emblématique ne sont pas aujourd'hui évidentes, mais qu'une commande de EMBT allégerait la pression sur les Leclerc restants en attendant 2040. Et donc l'arrivée de cet hypothétique nouveau char attendu. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sujet? Et le deuxième point est un point un peu plus politique. Aujourd'hui, l'Allemagne fait face à des difficultés économiques, on va dire, suite à un certain nombre de choix qu'elle a fait par le passé, choix énergétiques, dépendance vis-à-vis de certains pays, notamment la Russie, et choix économiques, d'une dépendance économique vis-à-vis de la Chine. Or, l'Allemagne repose et a fait ce choix-là sur la sécurité otanienne, donc des États-Unis. Et si demain, les tensions sino-américaines s'exacerbaient et que les Américains demandent à l'Allemagne de faire un choix
entre leur sécurité ou leur économie, quel choix ferait-elle, pensez-vous ? Je me permets juste de traduire quand même pour nos collègues nouvellement arrivés à la commission le EMBT. Le EMBT, c'est en fait le char intermédiaire entre ce qui pourrait être aujourd'hui le Leclerc et le futur char du futur MGCS. C'est un char en quelque sorte avec le corps du Léopard et la tête d'un char qui pourrait être fait par Nexter. Donc en fait, c'est un espèce de, vous expliquerez peut-être mieux que moi, mais de situation intermédiaire entre MGCS et Leclerc ou Léopard. Merci beaucoup. Pour le MBT, pour le MGCS d'abord. Le MGCS, comme le SCAF, comme divers autres projets qui ont été lancés à la fin des années 2010, sont des projets qui sont d'abord politiques et qui rencontrent un problème majeur qui est que si la partie politique a une volonté qui est indispensable, la partie industrielle et militaire, elle, reste défaillante sur ces questions-là. Pour le MGCS en particulier, donc pour le projet de char du futur, l'idée a été de créer pas un consortium, mais une nouvelle entité qui regrouperait Nexter, donc le producteur de blindés français, et KMV, le plus petit des deux grands producteurs de blindés allemands, qui ont des compétences à peu près complémentaires, sachant que Nexter est en mesure de faire l'armement, KMV est en mesure de faire la motorisation et la caisse, pour produire à l'avenir un char du futur à l'horizon 2040. Assez rapidement, sachant que l'Allemagne était en position de leader sur ce projet, là où la France l'était sur le SCAF, Rheinmetall, qui est l'autre grand producteur et un concurrent acharné à la fois de Nexter et de KMV, a été rajouté au projet et est venu s'ajouter donc au consortium KNDS qui regroupait les deux premiers acteurs. Le problème, comme je le disais, c'est que si la volonté politique est là, la volonté industrielle reste très défaillante au sens où vous faites travailler ensemble des gens qui soit sont des concurrents, soit sont très clairement en situation d'inimitié, et que voilà, la volonté militaire est encore plus complexe, puisque les Français et les Allemands n'ont pas forcément les mêmes désirs pour leurs chars de combat. Un des moyens, et encore une fois c'est une piste, de résoudre ce souci d'absence de synergie industrielle, serait de faire en sorte que KNDS ne soit pas une coquille vide, puisque à l'heure actuelle ce n'est que ça, c'est une coquille, c'est une forme, puisqu'elle n'a aucun produit en commun, en dehors de l'EMBT qui est avant tout un démonstrateur. Ça n'a pas vocation à être un produit industrialisable pour le moment, ça reste un échelon, un jalon sur le chemin du FGCS. Néanmoins, le projet va mal, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, parce que les Allemands, l'industrie allemande considère n'avoir pas besoin de la France pour produire un char au regard de ses succès techniques et commerciaux dans ce domaine-là. C'est pourquoi l'idée, certes un peu peut-être osée au regard de certains retours qu'on a eu dessus, d'armer une unité commune franco-allemande sur EMBT en attendant le FGCS, vient résoudre plusieurs problèmes, à savoir donner l'occasion à KNDS d'exister industriellement à travers un produit commun, sans forcément besoin d'en produire, d'en acheter des quantités ahurissantes, mais simplement les discussions qu'on a eues depuis la publication nous ont permis d'aller plus loin, au sens où on peut même envisager quelque chose d'encore un peu plus audacieux. Pourquoi ne pas transformer la brigade franco-allemande en une brigade blindée sur EMBT, puisque on le voit notamment pour le cas de l'armée de l'air, l'escadrille qui est basée à Évreux, l'escadrille de transport qui est franco-allemande, qui est basée sur un matériel commun, est une des rares initiatives qui, à l'heure actuelle, fonctionnent. On peut envisager, dans l'idée, de répéter l'expérience pour l'armée de terre, tout en renforçant la proposition, en rétablissant au moins partiellement la colocalisation des unités de la brigade franco-allemande, qui, depuis sa disparition, n'a fait que se déliter, puisque les gens qui sont censés appartenir à cette même brigade ne se connaissent plus, ce qui est un énorme problème. Donc l'idée était, formons au moins une unité avec un matériel commun. La France n'achètera pas de Léopard 2, le Leclerc n'est plus produit. Le MBT a l'avantage d'exister et de pouvoir être redéveloppé pour devenir industrialisable à moyen terme, et permettra à la France de durer, à mon sens, dans le temps sur le blindé lourd, sachant qu'en l'état, et vu le retard déjà pris par le MGCS, si même il advient sous sa forme telle qu'envisagée, il va être difficile de faire tenir le parc de Leclerc jusqu'à 2040. Sachant absolument que l'une des conclusions du rapport, c'est aussi qu'il faut être réaliste sur le paysage industriel et économique français comme allemand, et que quoi qu'il arrive, on ne fera pas disparaître le poids de Rheinmetall, qui évidemment devra trouver une place
dans les grands projets de défense, au moins du côté allemand et sans doute européen. Et l'une des manières aussi de s'en sortir, au-delà d'essayer de faire rentrer au chausse-pied dans une voiture de place une troisième qui est plus grande que les deux autres réunis, de considérer le MGCS pour ce qu'il doit être, c'est-à-dire non pas seulement uniquement comme un char d'assaut, mais aussi comme un système et dans lequel il y a évidemment il devrait y avoir en tout cas d'autres composantes. C'est aujourd'hui en tout cas ce qui permet au SCAF d'être davantage d'être moins sur la sellette que MGCS, même si encore une fois compte tenu des besoins industriels des uns et des autres ça reste difficile. Et simplement, effectivement, un tout petit complément. Le gros avantage de l'EMBT en l'état, c'est qu'il ne réunit que KMV et KNDS et Nexter. Rheinmetall est en dehors. Donc ça a l'avantage de... Ça ne sera pas forcément le MGCS, mais ça permettra au moins d'arriver à une synergie potable, sachant que Rheinmetall est aujourd'hui le gros élément bloquant dans le programme. Merci. Pour votre question, Madame la Sénatrice, sur la question du choix économique versus choix sécuritaire, évidemment, c'est essentiel et c'est très présent à l'esprit de la réflexion stratégique en Allemagne. Évidemment, la dépendance économique à l'export vis-à-vis du marché chinois, mais aussi sur la chaîne d'approvisionnement. Avec une partie de la chaîne de valeur de l'industrie allemande, industrie civile, qui est aujourd'hui présente en Chine, est un sujet majeur. La question du découplage, pour l'instant, est refusée au profit d'une notion de dérisquage de ces chaînes de valeur. Le dérisquage en France est perçu quand même avant tout comme une forme de réduction de la dépendance à l'économie chinoise. En Allemagne, tel qu'on le conçoit, ça se traduit surtout, et de manière des fois un peu paradoxale, par un réinvestissement en Chine, de manière à ce que les filiales présentes en République populaire de Chine de l'Allemagne puissent être relativement autonome, si d'aventure une forme de rupture devait advenir. Donc évidemment, ça peut paraître extrêmement étrange, sinon désorientant, d'entendre des grands groupes de l'automobile, du secteur industriel de l'automobile allemand, annoncer régulièrement des investissements à coût de milliards en Chine, alors même que le message envoyé du côté américain est divergent. Donc aujourd'hui, l'économie allemande, et si je puis dire l'ensemble de la société allemande, n'est pas prête à assumer ce choix. Pour autant, il me semble clair que si d'aventure il devait être confronté à ce dilemme, c'est le choix sécuritaire et le choix américain qui l'emportera si véritablement ils sont confrontés à ce mur-là. Après, je pense qu'ils feront tout pour pouvoir maintenir autant que possible les relations, ou en tout cas prendre le plus de temps possible pour évoluer, on va dire de manière graduelle et non pas de manière brutale, sur leur propre balance économique et leur propre système économique. Évidemment, voilà, en tout cas le message du côté américain est très fortement entendu. Ils ont été à plusieurs reprises à l'époque de l'administration de Donald Trump déjà sommés de faire des choix cornéliens auxquels ils ne sont pas parvenus et qui ont d'une certaine manière aussi renforcé de manière très temporaire l'idée d'autonomie stratégique européenne en Allemagne. Aujourd'hui, ça s'est à nouveau effacé face au visage, on va dire, plus jovial de l'administration Biden. Les choses pourraient évidemment évoluer. Tout dépend de la manière dont la pression américaine se traduira et la vraie brutalité avec laquelle elle pourrait s'exercer. Mais fondamentalement,
l'héritage et les choix politiques allemands, la seule chose sur laquelle il sera impossible de transiger, c'est cette garantie transatlantique de sécurité. Merci beaucoup. La parole est à Olivier Cigolotti. Merci, Monsieur le Président, messieurs. Merci pour votre rapport et votre présentation. Avec ma collègue Michel Gréaume, nous sommes rapporteurs du programme 178, Préparation et emploi des forces. Et à ce titre, nous sommes particulièrement attentifs et sensibles aux éléments constitutifs de la DT et de la DTO. Or, votre rapport met en exergue un certain nombre d'éléments assez alarmants en matière de disponibilité technique de la Bundeswehr. Alors certes, comparaison n'est pas raison, mais 3 A400M sur 15 étaient disponibles en 2017, 13 NH90 sur 58, 105 Léopard 2 sur 224 et 12 Tigres sur 62. Alors certes, cette situation était celle de 2017, mais vous pointez également que la situation reste très préoccupante aujourd'hui. Un certain nombre de systèmes d'armes anciens ont une DTO inférieure à 50%. Et votre rapport précise que lorsque la Bundeswehr a pris pour la première fois la responsabilité de la force de réaction rapide de l'OTAN, les unités désignées avaient été contraintes de se livrer à une cannibalisation du reste de l'armée pour obtenir un certain nombre de pièces détachées. La question que je me pose aujourd'hui et que je vous pose, messieurs, comment peut-on parler de pilier européen de l'OTAN avec une telle DTO ? Est-ce que l'on peut considérer la Bundeswehr comme une armée alliée ? Vous avez rappelé que la Bundeswehr n'était pas une armée d'emploi, qu'elle n'avait pas vocation à le devenir. Comment est-ce que l'on peut aujourd'hui parler d'un pilier européen de l'OTAN avec une telle disponibilité ? Alors certes, le gouvernement allemand, et ce n'est pas sans nous rappeler quelques éléments franco-français, a décidé de classifier les éléments de la DT. Il me semble que c'est un sujet que nous avons abordé très largement au sein de notre commission. Mais comment est-ce que l'on peut avoir des éléments plus récents sur la disponibilité technique ou la disponibilité technique opérationnelle des différents éléments de la Bundeswehr ? Et ma question, est-ce que l'on peut réellement penser que la Bundeswehr est encore aujourd'hui un pilier européen de l'OTAN ? Je reviens simplement sur le Léopard 2, puisqu'on en a parlé dans le cadre du conflit russo-ukrainien. 105 matériels disponibles sur 224. Nous nous plaignons parfois du manque de disponibilité de nos chars Leclerc. Je pense qu'il y a matière à s'interroger. Merci. Je me permets, parce que j'avais tout à l'heure très peu de demandes de questions, mais j'en ai un peu plus maintenant, donc je propose d'en faire 2, et puis par série de 2, ce sera plus facile. Donc je laisse la parole à Roger Carucci. Je serai très rapide, Monsieur le Président. L'Allemagne a acheté le système du dôme de fer israélien. Elle a demandé visiblement à plusieurs États européens de s'y associer. Pour des raisons diverses, la France ne s'y associe pas. Qu'est-ce que vous pensez de la position allemande de l'acquisition de ce dôme de fer ? Et question subsidiaire, si je puis dire, ou sous-amendement, Israël se dote, pour compléter le système du dôme de fer, d'un système de destruction par laser qui est mis en place ces jours-ci. J'ai cru comprendre que l'Allemagne, évidemment très intéressée, voulait des avenants à son contrat sur le dôme de fer pour avoir le système laser en plus. Est-ce que vous en savez plus là-dessus ? Je vous en prie. Alors, sur la DTO. Comme on l'a souligné dans le papier, ces chiffres-là datent effectivement de 2017, sachant que nous sommes 3 ans après que les budgets militaires allemands aient tout juste commencé à réaugmenter après un plancher historique quasiment en dessous des 1%. Donc, la DTO, je pense qu'en France aussi, on sait que c'est complexe et long à faire augmenter. Donc je pense que nous étions dans cette situation-là, dans la queue de traîne, une situation qui était probablement encore pire 3 ans avant, mais qui était en voie d'amélioration. Et ça, pour le coup, tous nos interlocuteurs, qu'ils soient chercheurs, industriels, militaires, nous ont confirmé que, quand bien même les chiffres étaient passés en off, s'ils ne sont pas excellents, au sens où ils sont comparables aux chiffres américains, ils restent bien meilleurs et en voie d'amélioration. Il est évidemment très difficile d'avoir des chiffres précis. Nos camarades think tankers d'Outre-Rhin nous ont quand même donné quelques éléments en nous expliquant que sur bien des plans, ça allait mieux.
Néanmoins, j'attirerai aussi votre attention, comme je le disais dans ma courte présentation, observer l'Allemagne, c'est s'observer nous-mêmes, et il s'avère qu'une partie des chiffres de disponibilité présentés par l'Allemagne étaient assez souvent très proches des chiffres français, et le constat que les matériels très modernes et les matériels très anciens avaient souvent des taux de disponibilité similaires. Je pense que notamment, on a tous vu les chiffres de disponibilité des hélicoptères français. J'ose croire que ça s'améliorait depuis grâce à la verticalisation des contrats de maintenance, mais on était aussi très très proche, voire pire dans certains cas, de ces chiffres-là. L'Allemagne, enfin quelques points là-dessus, la Bundeswehr a évidemment eu conscience du problème. Alors bon, effectivement, c'est très difficile de rentrer dans ces chiffres, notamment autour de la question de l'assiette et du périmètre. À partir de quel nombre de plateformes est calculée la disponibilité technique et la disponibilité technique opérationnelle qui sont pas les mêmes choses. Et donc les chiffres annoncés ou ceux qui fuitent dans la presse doivent être mis en contexte avec des éléments qui sont souvent absents. Globalement, en tout cas, les enjeux de la maintenance et de la disponibilité ont bien été pris en compte. Du côté de la Deutsche Marine, par exemple, donc la marine allemande, il y a des choses intéressantes qui ont été faites sur la renationalisation de chantiers navals, là où ils étaient en dépendance vis-à-vis d'acteurs privés qui les laissaient finalement en bas des priorités, et donc avec des navires qui restaient indisponibles pendant trop longtemps. Donc là, il y a des choses qui ont changé en 1 ou 2 années de temps et qui devrait justement la mettre en meilleure situation de disponibilité. Au-delà de ça, je pense qu'il est important de comprendre que ce pilier européen que l'Allemagne se voit incarner au sein de l'OTAN, il est centré sur des systèmes de commandement, davantage que sur des systèmes de combat. Alors, c'est un débat et qui existe également en France à partir de quand vous pouvez légitimement assumer le commandement et le contrôle de grandes unités si vous n'êtes pas un contributeur majoritaire déterminant de cette unité du fait de votre situation capacitaire qui peut être dégradée, et dans quelle mesure vous pouvez accepter d'avoir finalement de plus petits pays qui constituent le gros des troupes à force de les agglomérer. Je pense que c'est un des défis auxquels sera confrontée l'Allemagne, auxquels seront confrontés tous les grands pays. Le Royaume-Uni a fait d'une certaine manière aussi ce choix-là dans le cadre de leur revue de défense intégrée, mais à ce stade, l'accent allemand est mis, on va dire, sur un certain nombre de capacités de niveau haut, de grandes unités, de niveau de commandement, qui explique aussi finalement le retard accumulé sur les petits équipements, sur la maintenance. Et dernier point, le Sondervermögen, donc le fonds exceptionnel de dotation, est un fonds d'acquisition entièrement dédié à l'acquisition de nouveaux matériels et non pas lié à la maintenance. Et ça va dans un sens préoccupant, puisque évidemment vous achetez des matériels, on sait effectivement que les nouveaux matériels demandent un niveau de maintenance élevé pour leur mise en service et leur intégration au sein des forces, et donc il y a forcément des coûts de maintenance à prendre en compte qui aujourd'hui sont mal intégrés dans le budget de défense régulier allemand, et ça c'est évidemment un point d'attention, sinon d'inquiétude. Monsieur le sénateur, pour votre question sur l'initiative Sky Shield européenne, bouclier du ciel, si on traduit, qui a été effectivement annoncée par l'Allemagne à la fin de l'année, au mois d'octobre 2022. Il inclut... Alors, tout d'abord, c'est intéressant d'identifier que la question de la défense aérienne et antimissile avait été fixée dans l'un des projets du concept de Nation 4 dès 2014 comme un segment sur lequel l'Allemagne entendait pouvoir emmener une coalition de pays européens. Donc c'est arrivé
vu de France comme une surprise. Mais si on prend finalement un petit peu de recul, les choses étaient en fait déjà bien inscrites dans les projets, et finalement la guerre en Ukraine a joué un effet d'accélérateur plus que de déclencheur de cette initiative. À ma connaissance, le système dôme de fer en tant que tel, présent en Israël, ne fait pas partie de l'architecture. Vous avez un système israélien qui est Arrow 3, qui est un système d'intercepteur antibalistique dans la couche haute, qui est effectivement produit par une société israélienne, qui est intégré dans ISSI, mais pas dôme de fer qui couvre la couche basse. La couche basse serait aujourd'hui couverte par un système allemand qui est Iris-T, produit par la firme Diehl. Et vous auriez une couche intermédiaire qui serait la revalorisation du système Patriot américain. Donc cette initiative European Sky Shield a effectivement posé beaucoup de questions, notamment du fait de la présence dans la couche haute de ce système israélien Arrow 3 qui pose plusieurs problèmes. Ça pose un problème technique d'intégration d'un système israélien dans une architecture d'alerte avancée otanienne. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, ce qui pose des questions évidemment de sécurité des données et d'intégration technique. On l'a vu avec d'autres choix, d'autres acteurs otaniens comme les Turcs quand il a été décidé de procéder à l'achat du S-400. Non pas que je compare évidemment les deux, mais en tout cas d'acheter des systèmes extérieurs à l'OTAN pose des soucis à la fois de sécurité de la donnée et d'intégration technique. Il y a un enjeu stratégique que la France a notamment relevé, qui est que la défense antimissile balistique de l'OTAN est quelque chose qui a été très finement pensé, sur laquelle la France avait une position pour le moins réservée au début des années 2000, de manière à ne pas altérer la stabilité stratégique, notamment avec la Russie, ce qui fait que le système de défense antimissile balistique de l'OTAN tel qu'il existe aujourd'hui est explicitement orienté vers des menaces autour du Sud, notamment parler de la menace balistique iranienne, de manière à ne pas altérer et à ne pas entrer dans une course aux armements avec la Russie. Entre-temps, évidemment, la Russie s'est retirée de la plupart des régimes de contrôle des armements, mais en tout cas, le message envoyé de dire que des pays européens entrent aujourd'hui avec l'acquisition de systèmes anti-missiles balistiques potentiellement orientés vers l'Est est une interrogation et une source de on va dire de désaccord aujourd'hui entre Français et Allemands. Et enfin, vous avez un dernier problème qui est un problème industriel, qui est effectivement le choix de deux des trois fournisseurs pour ce système multicouche que serait ISSI, qui sont extérieurs à l'Europe, alors qu'il existe des acteurs européens impliqués dans la défense aérienne et antimissile, notamment le consortium franco-italien Eurosam, qui évidemment interroge sur le choix européen de l'Allemagne. L'Allemagne le justifie au titre de la priorité de l'urgence, sachant que il n'existe pas de système aujourd'hui disponible sur le marché, sur étagère du côté européen. Évidemment, la question de l'urgence se débat aujourd'hui, mais la question de ce choix industriel non européen de l'Allemagne et donc de la coalition qui est associée pose question. La France a organisé au mois de juin dernier, à l'occasion du salon du Bourget, une conférence sur la défense
aérienne et antimissile en Europe, qui se voulait, on va dire, une forme de réponse à ISSI, avec des annonces qui ont été faites, un certain nombre de pays qui aujourd'hui s'associent à la France, qui ne les empêchent pas d'être également présents dans ISSI, avec des éléments de réponse qui sont encore aujourd'hui à construire. En tout cas, c'est un chantier, à mon avis, important pour la France que d'être capable, non pas simplement de critiquer ISSI, mais d'apporter une réponse constructive aux légitimes préoccupations de sécurité des pays qui aujourd'hui sont impliqués dans ce projet. Merci, j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup Gisèle Jourda et Didier Marie. Monsieur le Président. Bon, messieurs, donc j'ai lu attentivement votre rapport et je voudrais vous faire préciser donc certaines choses que vous évoquez au niveau de la relation donc de l'OTAN, de la perception qu'ont les Allemands de la position donc française, de cet entre-deux. Vous qualifiez cette position donc d'entre-deux, et sur le point d'articulation avec notre positionnement vis-à-vis de l'Europe et de l'Union européenne. Parce que lorsqu'on voit ce qui s'est passé, notamment ce qui se passe en Ukraine, où on voit que les menaces peuvent être directes sur le sol donc européen, certes il peut y avoir cette articulation otanienne, mais il y a aussi une vision qu'on peut avoir d'une stratégie de défense européenne, et j'aimerais que vous évoquiez donc le rapport donc à la PSDC. Vous dites dans votre rapport qu'elle est perçue comme un défaut donc par les Allemands. C'est ce que vous écrivez. Et ensuite, je souhaiterais savoir à quelle hauteur contribue donc l'Allemagne dans le Fonds européen de défense qui court donc de 2021 à 2027, qui a été donc abondé. Voilà. Voilà pour les questions. Oui, je vois que... Ils ont, enfin... Didier Marie, pardon. Merci, Président. D'abord, vous remercier pour la qualité de votre exposé qui ouvre sur beaucoup de questions. Vous avez tout à l'heure évoqué la relation de l'Europe avec les États-Unis. Nous savons que sous l'administration Trump, il y a eu un déplacement de l'intérêt de cette administration sur le plan stratégique, que Trump a émis un certain nombre de menaces de désinvestissement de l'OTAN, en faisant pression bien évidemment sur les pays européens pour qu'ils atteignent collectivement les 2% du PIB en matière de défense. En 2024, il y aura des élections. Aujourd'hui, on voit que la stratégie de l'Allemagne est alignée sur la stratégie de l'administration Biden. Selon vous, qu'en sera-t-il si en 2024, il y a un changement politique aux États-Unis ? Et dans ces conditions, est-ce que la stratégie allemande sera pérenne, ou est-ce qu'elle peut, au regard de ce qui a déjà été décidé, être infléchie vers une stratégie plus intégratrice européenne ? Et j'ai une deuxième question liée à cela. Quelle est, au sein de la coalition allemande au pouvoir aujourd'hui, les positions de chacun à l'égard de cette stratégie militaire nouvelle ? Merci pour ces 2-3 questions en fait, qui sont effectivement pas simples. Sur la relation à la PSDC, je pense qu'il est clair que, vu d'Allemagne, l'Union européenne est un acteur légitime sur les questions de défense et notamment sur la construction de coalitions capacitaires en Europe, avec une contribution allemande au Fonds européen de défense dont je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Je vous prie de m'excuser, Madame la sénatrice, de ce défaut, mais qui est en principe proportionnel aux contributions allemandes
au budget européen en général, des bénéficiaires allemands au FED et à la CSP ou PESCO, qui sont les deux grands projets de coopération capacitaire portés par l'Union européenne, des bénéfices allemands qui sont réels, qui sont d'ailleurs supérieurs à ceux que la France parvient à en tirer, du fait de cette capacité allemande à intégrer des partenaires européens et à rassembler finalement une clientèle et des coalitions sur un certain nombre de projets. Mais effectivement, qu'il s'agisse du FED ou de PESCO, ces projets ne sont portés que dans la mesure où ils sont cohérents, complémentaires et jamais concurrents avec un cadre otanien qui reste et demeurera pour l'Allemagne le cadre principal de la défense du continent et notamment de la défense collective. Et ça, de ce point de vue-là, on ne peut pas le leur reprocher dans la mesure où il est écrit, y compris dans le traité de l'Union européenne, que l'OTAN demeure le cadre principal de la défense collective et finalement que l'Union européenne, sur le plan opérationnel comme sur le plan capacitaire, vient finalement chercher une action en complémentaire dans les trous laissés par ce qu'est l'OTAN. Et ça reste... c'est pas forcément la perception en France, mais ça reste la perception très largement dominante en Allemagne, avec un ministère de la Défense allemand qui reste fondamentalement socialisé à l'école de l'OTAN, bien avant l'école de l'Union européenne. Vous le voyez dans les parcours de carrière, vous le voyez dans les réflexes qui existent. Et de ce point de vue-là, l'Union européenne n'est pas repoussée, mais elle est effectivement considérée comme un outil complémentaire à l'outil principal pour les questions de défense. Je ne parle pas évidemment d'autres enjeux d'intégration économique ou autres, mais sur les questions de défense, l'OTAN reste le premier cadre. Monsieur le sénateur, pour votre question sur les États-Unis et la question des élections. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, le consensus bipartisan, j'insiste sur bipartisan, qu'il existe aujourd'hui aux États-Unis sur ce déplacement de l'intérêt, comme vous l'appelez, cette bascule vers l'espace Indo-Pacifique, qui est aujourd'hui considéré comme l'axe d'effort principal pour la stratégie nationale de sécurité américaine. C'était le cas, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier, sous Barack Obama, dès 2010, avec le pivot vers l'Asie. Ça a été poursuivi avec le style qu'on lui connaît sous l'administration du président Trump. C'est poursuivi aujourd'hui de manière effectivement beaucoup moins brutale et transactionnelle sous l'administration Biden. Et ça, de ce point de vue-là, l'Allemagne entend ce message qui est envoyé de manière continue et encore une fois relativement consensuelle du côté américain, que 100 000 Américains dans le commandement EUCOM, commandement américain pour l'Europe, c'est-à-dire aujourd'hui plus que ce qu'il y a sur le commandement Indo-PACOM, n'est pas quelque chose de durable et de soutenable du point de vue de la stratégie américaine. Donc l'implication américaine en Europe va réduire les Européens et les Américains attendent des Européens et notamment des Allemands de faire plus et ça c'est quelque chose qui est entendu en Allemagne et la Zeitenwende, la dynamique de Zeitenwende, de recapitalisation et ces enjeux de piliers européens de l'Alliance sont d'une certaine manière la réponse allemande à ce message qui encore une fois existait dès 2014, nous avons entendu ce message et nous allons faire plus avec un pilier européen de l'Alliance qui sera plus important, d'une certaine manière plus autonome, mais sans pour autant avoir une disparition totale des Américains ou un retrait total des Américains, avec des axes qui sont considérés aujourd'hui par les Allemands comme irremplaçables, des contributions américaines qui sont considérées comme irremplaçables, dont évidemment la dissuasion élargie offerte par les États-Unis, l'Allemagne, y compris dans la coalition actuelle,
a validé le principe d'accord de partage nucléaire avec la bombe à gravité B61 qui demeurera on va dire présente sur le territoire allemand et actionnable par la Luftwaffe. Ce sont des aspects essentiels sur le renseignement, sur les axes spatiaux, cyber, etc. Les Américains sont considérés comme durablement engagés et l'Allemagne s'attend à un maintien durable. Mais pour le reste, l'Allemagne est prête à, je pense, prendre, en tout cas, se préparer à prendre davantage de responsabilités. C'est le sens de ce qu'on voit ici, mais sans disparition totale ou sans retrait brutal des États-Unis. Et ça, la question que vous posez sur l'élection 2024, évidemment, elle est essentielle puisque finalement, si le mouvement général est anticipé, la vitesse de ce mouvement et l'ampleur de ce mouvement américain pourrait venir désorganiser, déstabiliser, voire provoquer une forme de crise, effectivement, si ça prend les formes que le président Trump avait évoquées en 2020 avec un retrait quasi total des forces américaines en Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne n'y est pas, on va dire, prête. Évidemment, ne le souhaite pas. Et ça pourrait effectivement provoquer une crise de confiance entre ces deux alliés, qui sont nos deux alliés. Évidemment, c'est toujours important de le rappeler. Au sein de la coalition allemande actuelle, les positions sont effectivement différentes, avec un parti social-démocrate, SPD, qui historiquement était le plus nuancé, on va dire, dans son héritage atlantiste et le plus ouvert sur d'autres types de partenariats, y compris européens. Le SPD a évolué, a été évidemment pris sur le choc de la guerre en Ukraine le plus, parce que c'est le parti qui était le plus compréhensif vis-à-vis de la Russie jusqu'à présent. Le Parti vert a aussi beaucoup évolué dans sa relation à l'OTAN et au soutien américain. Et aujourd'hui, on va dire, il y a quand même une forme d'unanimité dans l'importance accordée à la relation avec l'administration Biden notamment, et en tout cas avec la posture américaine telle qu'elle existe aujourd'hui. Tu veux compléter ? Beaucoup. Et pour terminer, Olivier Cadic. Merci messieurs pour votre intervention. Vous avez rappelé opportunément la différence de vision stratégique de défense entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne a fait le choix stratégique de s'arrimer au gaz russe pour son énergie, de s'arrimer à la Chine pour son industrie et de s'arrimer aux États-Unis pour la défense. Nous n'avons partagé aucune de ces orientations. Et je laisse chacun juge ici de la pertinence des choix stratégiques outre-Rhin. Une crise dans le détroit de Taïwan serait très grave pour nos intérêts économiques et toute la chaîne de valeur. En décembre 2022, Rhodium Group a estimé à 2500 milliards de dollars le coût économique d'un simple blocus de Taïwan. Les conséquences économiques seraient plus lourdes pour les pays européens que celles de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ma question, comment la stratégie allemande d'une armée tournée vers la défense continentale répondrait aux enjeux de l'Indo-Pacifique ? Merci Olivier. Je vous laisse répondre. Je vous remercie pour votre question qui rejoint aussi en partie celle de la sénatrice Conway là-dessus sur la dimension de la dépendance économique vis-à-vis de la Chine. Effectivement, la question il y a une double question, il y a une question de réaction politico-économique allemande à cette hypothèse d'une crise dans le détroit de Taïwan et la capacité, par exemple, de l'Allemagne à mettre en place des sanctions, un paquet de sanctions contre la Chine similaire à ce qui a été fait contre la Russie. Et effectivement, le coût économique pour l'économie allemande et pour l'économie européenne d'une manière générale, parce qu'il ne faut pas se leurrer ici,
l'Allemagne est finalement peut-être la plus avancée, mais demeure assez représentative de la situation européenne, serait incommensurablement supérieure. Et d'ailleurs, l'impact sur l'économie globale et les chaînes de valeur serait incommensurablement supérieur. Et c'est pour ça qu'à mon sens, en tant qu'Européens, nous devons nous y préparer dès maintenant et réfléchir à la fois sur les modalités et la faisabilité de telles sanctions, ne serait-ce que dans une logique on va dire non pas de dissuasion, puisque en France c'est pas forcément le terme qui sera utilisé, mais en tout cas de viser à décourager la Chine pour crédibiliser cette menace de sanctions. Nous devons y réfléchir, à mon avis, ensemble dès maintenant. Sur la contribution militaire allemande sur l'Indo-Pacifique en général et sur la crise de Taïwan en particulier, les messages ont été assez clairs, notamment du côté de la marine allemande, que cette contribution serait minimale. Aujourd'hui, la Bundeswehr, dans son ensemble, entend avoir une présence dans l'Indo-Pacifique à raison de un déplacement par an, un déploiement par an dans l'Indo-Pacifique, de manière rotative, sur les 3 principales forces armées. Donc vous devriez avoir un déploiement naval en 2024 dans le cadre de l'exercice RIMPAC 24 avec une frégate et un ravitailleur et un bateau ravitailleur. Vous avez eu un déploiement aérien cette année, un déploiement terrestre l'année précédente, et il y avait une frégate il y a 3 ans et demi. Donc ça reste, on va dire, de l'ordre de la présence symbolique aujourd'hui. Les préoccupations, y compris françaises, pour une présence coordonnée européenne en Indo-Pacifique sont entendues. Elles sont aujourd'hui considérées comme moins prioritaires que l'enjeu européen, ce qui est de la marine allemande notamment. C'était très clair que leur horizon aujourd'hui s'était reconcentré sur la mer Baltique et dans une moindre mesure l'Atlantique Nord. L'océan Indien, l'océan Pacifique a fortiori, sont considérés quand même comme bien loin aujourd'hui de leur zone de déploiement naturel et d'action où ils espéraient en tout cas avoir un effet militaire. L'effet de ces déploiements en Indo-Pacifique est aujourd'hui quand même essentiellement symbolique et politique. Merci beaucoup. Je crois qu'on a terminé avec les questions de mes collègues. Merci pour vos sujets particulièrement éclairants. C'est vrai que les questions de coopération industrielle en matière de défense sont des sujets qui nous intéressent fortement ici. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur les questions du MGCS et du SCAF, que je pense, grâce à l'initiative du président Cambon, il y a 2 ans maintenant, le SCAF a quand même quelque peu été relancé avec ici des réunions qui ont permis de rencontrer d'abord Éric Trappier et puis Dirk Hawk lorsqu'il était encore à la direction des affaires chez Airbus. C'était quelle branche? Un peu le Defense and Space. Et donc on est très attaché évidemment à essayer de faire avancer ces sujets parce que on est, je pense, un certain nombre à penser que d'un point de vue industriel, la coopération avec l'Allemagne au niveau européen est une nécessité, mais pas que. Il faut aussi montrer qu'on est capable de coopérer avec d'autres pays européens, voire d'anciens pays membres de l'Union européenne comme la Grande-Bretagne sur des sujets de coopération industrielle, parce que compte tenu des montants et compte tenu des investissements majeurs qu'il est nécessaire de mettre en place, évidemment ces coopérations sont importantes. Mais un rapport tel que celui que vous venez de nous présenter montre aussi les divergences de points de vue et d'analyse qu'il y a entre la France et l'Allemagne, quand la France considère que l'Allemagne et la France forment un couple et que les Allemands considèrent que nous formons un partenariat parmi d'autres et que évidemment nous ne sommes plus, et vous l'avez dit, le principal
partenaire de l'Allemagne en Europe. Donc tout ça est évidemment un travail très intéressant qui va nous permettre également de partir à Berlin, puisque nous avons une délégation de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat et de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale, accompagnée du chef d'état-major de l'armée de terre, qui se rendra à Berlin le 6 novembre, pour évoquer ces points de coopération. Moi, je veux avoir confiance. On a eu, avec quelques-uns, une réunion récente de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à Copenhague, il y a une dizaine de jours, dans laquelle on a organisé une bilatérale avec les Allemands qui m'a fortement impressionné parce qu'on était 2 Français, ils sont arrivés à 11 Allemands et tout un staff, et on a compris que la donne avait un peu changé. Voilà. Et donc nous verrons de quelle manière nos discussions et nos débats auront lieu à Berlin. Mais en fait, je crois qu'il faut qu'on persévère et qu'on se rende compte aussi de nos faiblesses. J'entendais Hélène tout à l'heure parler du Leclerc. Je rappelle quand même que sur le rétrofit, ou en tout cas l'entretien du Leclerc, on n'avait pas, par exemple, anticipé suffisamment la rénovation des turbomachines qui vont coûter quelques centaines de millions d'euros, etc., etc. Donc il faut qu'on soit aussi, nous, plus réactifs et plus... Mais je pense que la loi de programmation militaire actuelle va le permettre. En tout cas, on a donné les moyens normalement d'être plus réactifs en matière de MCO et d'entretien du matériel. Mais il est bien évident qu'un certain nombre de problèmes se posent à nous. Mais merci beaucoup pour ce rapport d'abord, parce qu'il est très important pour les travaux à venir, pour mieux comprendre l'Allemagne et mieux comprendre peut-être la relation que nous devons avoir avec eux. Et il nous sera d'une grande utilité pour les travaux à venir. Merci beaucoup pour votre habituel franc-parler, et puis j'espère qu'on aura l'occasion rapidement de vous retrouver, mais je pense que vous serez peut-être auditionné sur le rapport budgétaire, je ne sais pas en tout cas. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je rappelle à mes collègues qu'on a une réunion de bureau qui va suivre dans quelques minutes.